Février 2022, la Russie envahit une bonne partie de l'Ukraine. Depuis, embargo, répercussions, le monde n'a pas arrêté de bouger. C'est une date, effectivement, qui restera dans l'histoire. Mais la guerre, elle finit quand? Elle fait des milliers de morts tous les jours, des dizaines de milliers, les semaines, les mois. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est plié ou est-ce que ça va encore continuer longtemps? On en parle tout de suite. Revient de guerre, est-ce qu'il revient de guerre? Quelquefois, il ne revient pas, hein. Il revient les pieds devant. Et voilà, et c'est la guerre aussi, c'est ça, c'est le nombre de morts, de blessés, etc., etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? On entend tout et son contraire, on voit ce qui se passe en Amérique avec les répercussions, effectivement, avec le shutdown à peine évité et les milliards promis à l'Ukraine, pour le moment, ils sont effectivement relégués à 45 jours. Ce qui se passe en Slovaquie, certains disent attention, aujourd'hui, on ne va plus donner tout ce qu'on a à donner, etc. Alors, on va en parler avec Guy Métan. Bonjour Guy Métan. Bonjour. Bonjour, vous êtes député au Grand Conseil du canton de Genève, vous êtes journaliste et vous êtes auteur d'un livre qui a fait date, que je suis en train de lire pour tout vous dire, avec beaucoup d'intérêt, Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. Alors on va pas retracer la guerre de 1000 ans entre Russie et Occident, mais cette guerre qui dure depuis 1 an et demi, maintenant un peu plus d'1 an et demi, avec depuis donc février 2022. Alors aujourd'hui, effectivement, Guy Métan, vous suivez, vous, avec beaucoup de précision et beaucoup d'attention, qu'est-ce qui se passe exactement? Je veux dire par là qu'on entend 2 sons de cloche aujourd'hui, enfin 2, plusieurs, mais certains qui disent, et y compris en Amérique, y compris par des généraux comme McGregor, comme des essayistes comme Colin Rugg et tout ça, c'est fini, c'est plié, comme Sermon Hersh, le journaliste américain. Oui, je donne que des informations venant des États-Unis. Oui, c'est plié, ça y est, les Russes ont gagné, simplement, voilà, chacun gagne du temps, et c'est autre chose. Quelle est votre analyse? Oui, je pense que c'est assez juste. Personnellement, je ne pense pas que le conflit soit tout à fait plié, parce que malgré le fait que les Ukrainiens sont à la peine, ils ont encore des ressources et les livraisons d'armes tentent quand même à se maintenir, je dis malgré toutes les difficultés de ces dernières semaines. Oui. Ce qui est intéressant de constater, c'est que si vous lisez le New York Times, vous avez fait référence à des auteurs américains, c'est la première fois dans un journal qui ne peut pas être suspecté de poutinisme qu'on constate, qu'on relève le fait que depuis le début de l'année, les Russes ont conquis 500 km² de terrain, alors que les Ukrainiens n'en ont conquis depuis le début de leur offensive que 200 km². Donc il y a un avantage net pour les Russes de 300 km². Ça n'est pas grand-chose, mais c'est quand même significatif des difficultés que rencontrent les Ukrainiens sur le terrain et qui, à mon avis, font dire, peut-être de façon un petit peu trop optimiste, à certains que tout est déjà plié. Personnellement, je pense qu'il y a encore suffisamment de ressources pour que le conflit dure encore quelques mois. Oui, mais alors justement, Guy Métan, au-delà des sympathies ou des antipathies, on n'est pas là pour prendre position de ce point de vue-là, mais il y a quelque chose qui est ce que les deux parties, pour des motifs complètement différents, n'ont-ils pas intérêt, et c'est triste à dire, à prolonger en tout cas la guerre, à faire que la guerre se prolonge pour des motifs électoraux pour les uns, je dirais financiers et autres pour les autres, parce qu'on a l'impression que voilà, ça dure et on ne voit pas du tout, on ne parle pas de négociations, on ne parle même pas de rencontres, d'accord. Pour le moment, il n'y a rien de cela, il y a des invectives et il y a des bras de fer et des grandes rodomontades. C'est quand même assez triste. Oui, absolument, non, bien sûr. Puis, en plus, on peut même pas parler de paix parce que toutes les personnes qui osent parler de paix, qui sont aux États-Unis ou en Europe, sont immédiatement brocardées comme des traîtres, comme des amis de Poutine, etc., ce qui est quand même un comble quand on pense justement à notre propre continent et les guerres mondiales qu'il a subies. Oui. On dirait que la paix est devenue un gros mot de nos jours. Mais si, effectivement, si on revient sur ce qui se passe sur le terrain, on constate que personne ne veut cette paix. Les Russes l'ont dit, eux, ils ont le temps. Ils ont le temps pour eux. Maintenant, ils sont accoutumés. C'était pas ce qu'ils avaient forcément prévu en février 2022. C'est clair. Mais maintenant, ils sont tout à fait
fait à l'idée que le conflit allait durer. Ils se sont recroquevillés dans leur forteresse. On voit que c'est pratiquement inexpugnable, leur situation est pratiquement inexpugnable, et que les autres s'usent à force de les attaquer avec des pertes qui sont à peu près 8 à 10 contre 1. Donc les Russes peuvent tenir Est-ce que ce sont de vrais chiffres? Tant qu'il faudra. Oui, alors justement, Monsieur Bétard. Donc ils n'ont pas intérêt à négocier. Ouais. Et puis les Ukrainiens, le problème qu'on ne rappelle jamais, c'est que les Ukrainiens ont fait passer une loi, Zelensky a fait passer une loi qui interdit de négocier. Il y a une loi qui interdit de négocier. Oui, oui, absolument, absolument. Non, si vous prononcez le mot négociation en Ukraine, vous passez pour un traître. Donc, évidemment, en se forçant lui-même à ne pas négocier, si lui-même enfreint la propre loi qu'il a fait passer, eh bien, il va passer aussi pour un traître et pour un capitulaire. Donc, il est dans une impasse. Oui, il y a une espèce de double contrainte, quoi, des taux. Mais ces chiffres, juste, parce qu'on les a entendus, ces chiffres, est-ce qu'elles sont vraiment fiables quand vous dites à 1 contre 8, les victimes, c'est-à-dire 8 Ukrainiens pour 1 Russe qui tombe? Est-ce que ce sont des chiffres fiables? On n'a pas de certitude, parce que un camp comme l'autre ont mis un tabou sur les chiffres. C'est interdit de parler des pertes en Ukraine. Ça n'est pas possible aussi d'en parler en Russie, parce qu'il n'y a pas de chiffres qui ont été publiés maintenant depuis longtemps. D'après les experts, d'après ce qu'on voit circuler de part et d'autre, on peut constater, on peut dire avec une certitude assez forte que ces pertes sont, je dis, à peu près de 8 contre 1. On parle de à peu près 500 000 morts, blessés ou personnes hors de combat en Ukraine, et du côté russe, entre 50 et 60 000. Personne ne peut être sûr de ces chiffres, bien sûr, mais ça paraît assez probable au vu de ce qui se passe maintenant sur le terrain. Alors justement, parlons un peu des conséquences qu'on vit actuellement. Il semble que dans les pays baltes, dans l'Europe centrale et de l'Est, où il y avait un front anti-russe, en tout cas assez fort, c'est le moins que l'on puisse dire, et légitime, en tout cas pour les Polonais et autres, pour leurs raisons qui leur sont propres, les souvenirs de l'Union soviétique. Mais on va parler de votre livre et du sujet au fond après. Mais une chose, la Slovaquie est en train de dire, nous, on va stopper. D'autres pays en train de dire cela. L'Amérique, il y a effectivement les Trumpistes qui veulent qu'on arrête absolument l'aide à l'Ukraine, et les autres qui disent, pas question, il faut continuer absolument. Et je voudrais que vous que vous me disiez vos sentiments sur le fait que, évidemment, comparaison, et c'est beaucoup plus petit, qu'on n'a pas du tout eu la même chose quand, depuis hier, 120 000 Arméniens ont quitté le Haut-Karabakh et ont été chassés par les Azéris. Là, on en parle beaucoup moins pour des raisons évidentes. Mais voilà, je voudrais que vous me disiez par rapport à ça, c'est-à-dire les ondes de choc, si vous voulez, un peu partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou à côté en Arménie. Tout à fait, tout à fait. Non, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait en Occident? On a déshabillé Joe, Emmanuel et Olaf pour habiller Volodymyr, sans se poser la question du sens qu'on faisait, du but qu'on cherchait à atteindre, pourquoi on le faisait. On ne s'est jamais demandé le pourquoi. Il fallait soutenir le nez dans le guidon de façon aveugle l'Ukraine, mais sans qu'on se pose jamais la question, est-ce que c'est possible, pour quel résultat, etc. Et forcément, à force de faire ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les peuples se rebiffent. Maintenant, on commence à constater que la plaisanterie, je m'excuse, mais de cette expression, mais a assez duré, et qu'il faudrait mettre fin au massacre parce qu'on n'en voit pas d'issue. Et plus il y a de morts, plus cette guerre devient absurde, en tout cas du côté ukrainien, parce qu'on massacre des centaines de milliers d'Ukrainiens. J'ai bien compris que vous disiez plaisanterie. Oui, bien sûr. C'est pas une plaisanterie, mais j'ai bien compris comment vous le disiez. C'est une tragédie. Bien sûr. Et donc, ça légitime les réactions violentes des peuples, comme on peut le voir maintenant en Slovaquie, comme on le voit aussi aux États-Unis. Parce que ce qui s'est passé cette nuit au Congrès, où on a balancé le président de la Chambre des représentants, c'est aussi une révolte, on va dire, des élus contre le fait qu'on donne à l'Ukraine, on balance des milliards sans se poser de questions sur l'utilisation de cet argent, sur la corruption,
sur la nécessité de livrer des armes, je dis, sans qu'on obtienne de résultats. Oui. Donc c'est ça qui explique ce ras-le-bol qu'on voit monter en Europe. On l'a vu monter aussi en Pologne, c'est le même phénomène. Il y aura d'autres pays qui seront aussi frappés par la même évolution. Et pour revenir et c'est d'autant plus scandaleux pour les opinions publiques qu'elles insistent, comme vous l'avez dit, au fond, à l'invasion, enfin à l'anéantissement du Karabakh sans qu'on réagisse. Alors d'un côté, on peut anéantir les Arméniens, aucun problème, ça pose aucun problème à personne. Et puis alors de l'autre, pour l'Ukraine, il faudrait se battre jusqu'à la mort, jusqu'au dernier Ukrainien. Ça n'a pas de sens. Ouais. Si on est dans une opinion, si on est dans le grand public qui se bat tous les jours pour gagner sa vie, aller au travail et qui voit qu'on dépense son argent en pure perte. Oui. Un peu parler du côté, on a bien parlé du côté militaire, du côté économique. Vous vous rappelez, il y a eu quand même aujourd'hui, il y a eu l'embargo et on a vu les effets justement de l'embargo, de la saisie des avoirs financiers russes, SWIFT et compagnie, et puis de l'immortelle phrase de notre non moins immortel ministre de l'économie, oui. Nous allons mettre à genoux l'économie russe. On a vu à quel point l'économie russe était à genoux, mais plus généralement, effectivement, est-ce que sur les peuples, vous parliez des peuples d'Europe et tout ça, vous pensez que ça a joué aussi dans certaines réactions, le fait de cet embargo économique qui n'a pas vraiment fonctionné comme on pensait? Absolument, absolument. Puisque, comme vous l'avez mentionné, votre ministre, M. Le Maire, avait annoncé que l'économie, grâce aux sanctions prises par l'Union européenne, l'économie russe allait s'effondrer. Ça ne s'est pas du tout produit pour une raison très simple. C'est qu'on a complètement sous-estimé la capacité, la résilience de l'économie russe. Parce que ces gens ne voyagent jamais en Russie, n'écoutent pas, à force d'avoir que des préjugés sur les Russes, refusent de voir la réalité. Moi, je trouve que j'ai calculé l'autre jour, j'avais été 75 fois en Russie, j'ai été 75 fois en Russie ces 25 dernières années. Donc, je ne dis pas que je connais la Russie, mais je prétends, disons, la connaître un peu mieux que M. Le Maire. Et j'ai pu constater, en visitant des usines, en visitant la campagne, que l'économie russe était plus forte et naturellement plus résiliente, comme le disait. Ça s'est révélé exact. Ne serait-ce qu'en matière d'agriculture. On l'avait déjà vu après 2014 avec les sanctions agricoles. Tout d'un coup, la production agricole russe explosait et la Russie devenait le premier producteur mondial de blé. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était les États-Unis qui étaient en tête. Donc ça, c'était des signaux durs, on va dire, du potentiel de l'économie russe. Donc c'est pas du tout étonnant que la Russie ait très bien pu passer cette étape, encaisser le choc et puis réagir. Puis maintenant, on voit qu'avec les mesures stupides, je ne peux pas dire autrement, mais prises par l'Union européenne, on se tire une balle dans le pied en supprimant l'approvisionnement russe en énergie bon marché. Oui, c'est pour ça qu'on va acheter le pétrole russe dans l'Azerbaïdjan et on le paye plus cher que l'on payait avant. Oui, c'est l'Azérie, l'économie azérie, on la paye avec le pétrole. Alors évidemment, les Européens qui doivent acheter leur diesel, leur gazole à la pompe, voient tout de suite la différence. Alors on explique que c'est dû à toutes sortes de choses, mais c'est dû par les décisions. D'abord, c'est dû aux décisions stupides qui ont été prises par l'Union européenne. On ne peut pas le dire autrement. Alors, on peut tromper les gens et le peuple pendant un certain temps, mais on ne peut pas le tromper tout le temps. Et maintenant, on arrive un peu à ce moment de vérité.